Un PDG millionnaire avait abandonné les recherches pour retrouver sa fille disparue. Mais des années plus tard, il reste paralysé en entendant le nom de famille de la nouvelle femme de ménage de l'entreprise. Dans l'ombre majestueuse des gratte-ciel parisiens, Jacques Morel se tient figé entre le verre poli de son bureau et le panorama silencieux de la ville qui ne dort jamais. À 60 ans, il est l'image parfaite de la réussite. Costume taillé sur mesure, gestes mesurés, regard acéré. Le monde des affaires murmure son nom avec respect, parfois crainte. Mais derrière les épaisseurs de tissus luxueux et les réunions stratégiques, il y a un silence, profond, immuable. Celui d'un père qui n'a jamais cessé de chercher une fille disparue. Cela fait 14 ans que Jacques vit avec une absence que rien ne comble. Élise, sa fille unique, s'est volatilisée lors d'un voyage en Provence avec sa mère. L'affaire avait secoué la presse pendant quelques semaines, puis s'était éteinte comme toutes les tragédies sans réponse. Malgré son argent, ses contacts et ses efforts acharnés, les recherches avaient été infructueuses. Et peu à peu, face à l'implacable mur du vide, Jacques s'était retiré. D'abord des journalistes, ensuite des amis, puis enfin de lui-même. Aujourd'hui, dans son appartement de la rue Saint-Honoré, chaque pièce semble trop grande, trop propre, trop calme. Il ne garde aucune photo de famille apparente, aucun souvenir visible d'Élise. Pourtant, il connaît encore par cœur les nuances de sa voix, l'odeur sucrée de ses cheveux après le bain, la manière dont elle courait vers lui en criant « Papa !» après une journée d'école. Ces souvenirs, il ne les partage avec personne. Ni avec ses avocats, ni avec ses associés, ni même avec les rares amis qui lui restent. Ils vivent en lui comme une maladie silencieuse. Chaque matin, il suit la même routine. Réveil à 6h30, lecture de 3 journaux, café noir, pas de sucre. Chauffeur à 7h15, arrivé au siège à 7h45. Il traverse les couloirs vitrés de Morel Industries sans un mot de trop, distribuant des regards sévères et des consignes précises. Tout le monde admire son efficacité, mais personne ne cherche à percer son mystère. On dit de lui qu'il est froid, mais c'est plus profond que cela, il est vide. Lorsqu'on l'interroge sur sa famille, ce qui n'arrive presque jamais, il détourne le regard et invoque une surcharge de travail. Ceux qui connaissent son passé savent qu'il n'est pas sage d'insister. Il se contente de chuchoter quand il a le dos tourné. C'était une belle petite, dommage, pauvre homme. Mais aucun mot ne peut combler l'abîme. Depuis qu'Élise est partie, Jacques vit entre deux mondes, celui qu'il montre, fait de tableaux Excel et d'objectifs trimestriels, et celui qu'il cache, peuplé de silence et de fantômes. Les rares moments de vulnérabilité surviennent la nuit. Lorsqu'il rentre dans son appartement, qu'il retire sa veste avec des gestes mécaniques et qu'il se sert un verre de whisky. Il reste alors debout devant la grande baie vitrée, observant Paris sans la voir. Il pense à Élise, toujours, à ce qu'elle aurait pu devenir, à ce qu'il n'a pas dit, aux jours qui s'empilent, le rendant de moins en moins certain de reconnaître son visage s'il le revoyait un jour. Ce n'est pas qu'il ait cessé d'y croire, c'est pire, il ne sait plus s'il a le droit d'espérer. Ce soir-là, comme tant d'autres, Jacques éteint les lumières une à une. Le silence l'accompagne dans chaque pièce, le suit jusque dans son lit immense et glacé. Et quand enfin il ferme les yeux, une seule image traverse l'obscurité. Celle d'une fillette au regard rieur, courant pieds nus dans un jardin qu'il n'a plus visité depuis 14 ans. Il ne pleure pas. Jacques Morel ne pleure jamais. Mais son cœur, lui, s'effondre un peu plus chaque nuit. Dans le tumulte contrôlé d'un lundi matin chez Morel Industries, les employés se croisent dans les couloirs, porteurs de dossiers, de chiffres et d'urgences artificielles. Au sommet de la hiérarchie, Jacques Morel observe tout avec un calme presque mécanique. En cette période de réforme interne, les services sont remaniés, les ressources humaines recrutent de nouveaux visages et les étages du siège central accueillent des inconnus. Pour Jacques, cela ne change rien, du moins jusqu'à ce 3e jour. Assis dans un salon vitré entre 2 réunions, il sirote un café amer pendant que 2 responsables de projet discutent à voix basse. Il ne les écoute pas vraiment. Leurs phrases s'entrelacent avec les bruits de clavier, de portes qui s'ouvrent, de pas pressés. Puis, un mot surgit, plus distinct que les autres. Un nom. Duret. Camille Duret, je crois. La nouvelle femme de ménage du 6e. Jacques pose lentement sa tasse sur la table. Ses doigts se figent. Il ne tourne pas la tête, mais ses pensées, elles, explosent.
Duret. Ce nom n'a rien d'exceptionnel à Paris. Mais pour lui, il est un rappel violent d'un passé jamais refermé. C'était le nom de jeune fille de son ex-femme, et c'est aussi celui qui figurait dans les papiers d'Élise. Son nom officiel à l'école, à l'hôpital, partout. Élise Duret. Il ne dit rien. Il se lève, serein en apparence, et reprend sa route vers l'ascenseur. Mais à l'intérieur, son esprit est en désordre. Il répète ce nom encore et encore. Camille Duret. Il ne connaît pas ce prénom et pourtant, il sent en lui quelque chose d'étrangement familier, une sensation de déjà-vu qui serre la gorge. Plus tard, dans son bureau, il demande à sa secrétaire une liste discrète des nouvelles recrues des services auxiliaires. Elle lui tend un tableau imprimé. Il fait défiler les lignes jusqu'à ce qu'il trouve Camille Duret, employé temporaire, service de nettoyage, affecté au 6e étage, 2 fois par jour. Il fixe la ligne, puis se lève et regarde par la fenêtre, comme s'il pouvait y voir des réponses. Le soir même, il entre dans les systèmes internes de l'entreprise avec un accès que peu possèdent. Il consulte la fiche administrative de Camille. Elle est née à Bordeaux 24 ans plus tôt. Elle a un numéro de sécurité sociale, un compte bancaire, des références récentes. Mais il y a des trous. Rien sur les premières années de sa vie. Pas de nom des parents, pas d'école primaire. Une première mention officielle à partir de 8 ans, dans un établissement de Marseille. 24 ans. C'est exactement l'âge qu'Élise aurait aujourd'hui. Il ferme le dossier et reste là, dans l'obscurité de son bureau, face à l'écran noir. Une part de lui veut croire à une coïncidence. Après tout, combien de Camille et de Duret peuvent bien exister en France? Des centaines, des milliers. Mais l'autre part, celle qui n'a jamais accepté la disparition de sa fille, se réveille avec violence. Et si il rentre chez lui plus tard que d'habitude, l'esprit englué dans des hypothèses. Pour la première fois depuis des années, il descend au sous-sol et ouvre une vieille armoire verrouillée. À l'intérieur, des albums de photos, des dessins d'enfants, des carnets d'école, tous soigneusement empilés. Il sort un cadre jauni, souffle la poussière et regarde le visage d'Élise à 5 ans. Ses yeux, sa bouche, une fossette à gauche. Puis il ferme les yeux et tente d'imaginer ce visage aujourd'hui. Est-ce que Camille Duret pourrait être cette version adulte? Est-ce qu'il reconnaîtrait sa propre fille si elle passait devant lui dans un couloir? Il ne dort pas cette nuit-là. Son esprit rejoue chaque souvenir, chaque détail oublié. Le nom Duret résonne dans ses tempes comme un tambour obsédant. Ce n'est peut-être rien, mais c'est peut-être tout. Le lendemain matin, Jacques arrive plus tôt que d'habitude au siège de Morel Industries. Il ne l'admettrait à personne, mais l'idée de croiser Camille Duret lui donne une tension étrange, un mélange d'appréhension et de besoin incontrôlable de vérité. Il ne croit pas aux coïncidences, pas dans ce monde, et surtout pas quand un détail éveille en lui une douleur qu'il avait enterrée depuis si longtemps. Assis dans son bureau, il passe outre son rituel du matin. Pas de journaux, pas de café. Il active à nouveau le système interne de l'entreprise, mais cette fois, demande expressément à un membre discret de la sécurité de lui fournir toutes les images de vidéosurveillance des derniers jours, en particulier les allées et venues des nouveaux employés de maintenance. L'homme, habitué aux caprices de la direction, ne pose pas de questions. Sur les écrans, les images défilent. Jacques avance rapidement, ralentit parfois, recule. Et puis, il la voit. Camille. Elle entre à 6 heures du matin, toujours vêtue d'un uniforme sobre, avec un sac à dos gris clair et des écouteurs. Elle ne parle à personne. Elle nettoie, balaie, range. Elle fait son travail sans distraction. Une invisibilité presque volontaire. Mais ce n'est pas ce qui retient son attention, ce sont ses gestes. Il agrandit l'image, s'approche de l'écran, la façon dont elle attache ses cheveux, la manière dont elle fronce les sourcils lorsqu'elle examine une surface, le léger balancement de ses épaules lorsqu'elle écoute de la musique. Ce sont des détails infimes, presque insignifiants, mais pour Jacques, ils sont foudroyants. Élise faisait pareil. Ce sont des gestes qui ne s'enseignent pas. Il coupe la vidéo et prend une décision. Il veut en savoir plus. Pas seulement ce que le dossier administratif peut lui offrir, mais ce que la vie de Camille dissimule. Il contacte un ancien détective privé avec qui il avait travaillé au moment de la disparition de sa fille. Un homme discret, efficace, loyal. Il lui donne un seul nom, Camille Duret, et une consigne claire, creuser son passé. Tout,
même ce qui semble anodin. Pendant que l'enquête débute, Jacques s'autorise un élan dangereux. Il ouvre une boîte de cuir rangée au fond d'un tiroir. À l'intérieur, une série de photos de sa fille, du jour de sa naissance jusqu'à ses 6 ans. Il en extrait une prise dans le jardin de leur maison de campagne. Élise court pieds nus, les bras en l'air, avec un regard d'une intensité rare. Il fixe ce visage et tente mentalement d'y superposer celui de Camille. L'après-midi, il se rend au 6e étage, prétendument pour vérifier un projet de rénovation des bureaux. Il marche lentement, observant tout autour de lui, jusqu'à ce qu'il la croise. Camille sort d'une salle de réunion vide, un balai à la main et le voit approcher. Leurs regards se croisent un instant. Elle baisse les yeux presque aussitôt, visiblement gênée. Jacques lui adresse un hochement de tête, neutre. Mais intérieurement, le cœur lui martèle la poitrine. Elle passe à côté de lui sans un mot. Mais il se retourne et voit, dépassant légèrement de son sac à dos entrouvert, un carnet à spirale à la couverture bleue. Il reconnaît ce modèle. Il s'en servait lui-même pour noter ses idées lors de ses premiers projets. Il s'approche discrètement, appelle son nom d'un ton formel. « Mademoiselle Duret ?» Elle se retourne surprise. Dans le mouvement, son sac tombe et le carnet glisse sur le sol. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, Jacques s'abaisse et le ramasse. Par réflexe, il le feuillette rapidement. Ce qu'il y voit le frappe de plein fouet. Des pages remplies de notes manuscrites sur Paris. Des descriptions de quartiers, de stations de métro, de lieux touristiques, mais aussi des impressions personnelles, des interrogations sur la ville, des ressentis, comme si Camille découvrait Paris pour la première fois. À 24 ans, elle lui arrache presque le carnet des mains. « Désolé, c'est juste pour m'aider à m'orienter. » Jacques s'excuse poliment et s'éloigne, laissant derrière lui une Camille visiblement troublée. Mais pour lui, un nouveau puzzle vient de s'ajouter au tableau. Une jeune femme née en France vivant à Paris, mais qui semble encore apprendre à y exister. Un carnet intime comme celui-ci n'est pas un guide touristique. C'est un journal de survie. Il le sait. Il l'a senti. Et cette sensation revient, lancinante, irrépressible. Camille Duret cache quelque chose. Peut-être malgré elle. Peut-être depuis toujours. Les jours suivants, Jacques adopte une nouvelle routine, presque invisible à ceux qui l'entourent, mais dictée par une obsession grandissante. Il modifie subtilement ses trajets dans les couloirs, change l'heure de ses pauses, ajuste ses réunions de manière à croiser Camille le plus souvent possible. Il ne lui parle jamais, pas encore, mais ses yeux ne la quittent plus. Il l'observe avec une intensité contenue, cherchant dans chacun de ses gestes une vérité qu'il n'ose encore nommer. Camille, de son côté, perçoit rapidement ce changement. Ce regard qui la suit, ce silence trop présent dans les espaces où elle travaille. Elle essaie de l'ignorer. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'un homme la fixe sans raison. Mais celui-là, c'est le président de l'entreprise. Et ce regard n'est ni désireux, ni hostile. Il est perdu, intrusif, mais triste. Cela la met mal à l'aise. Un matin, alors qu'elle nettoie une salle de repos déserte, elle sent à nouveau cette présence. Elle se retourne d'un coup et Jacques est là, immobile dans l'encadrement de la porte. Il ne dit rien. Elle baisse immédiatement les yeux, ramasse sa serpillière et sort sans un mot. Jacques ne la suit pas, mais il sait désormais, elle sent qu'il la surveille. Ce soir-là, il rentre chez lui et revoit une vieille séquence vidéo enregistrée sur un DVD oublié. Élise, à 5 ans, tourne sur elle-même dans le jardin, les bras levés vers le ciel, puis s'écroule de rire. Il avance l'image. Elle court, trébuche, tombe sur un parterre de pierre, se relève en pleurant. Il se souvient de cette blessure. Elle s'était fait une petite entaille au poignet gauche. Elle en avait gardé une cicatrice en forme de virgule. Le lendemain, Jacques retourne au bureau avec une mission. Il veut voir le poignet gauche de Camille. Vers 11 heures, il la croise dans le couloir entre les ascenseurs et la salle de pause. Elle porte un chignon haut et une chemise légèrement remontée aux manches. Lorsqu'elle s'étire pour poser un seau sur une étagère, il le voit, une cicatrice. Petite, fine, courbe. Exactement à l'endroit qu'il se rappelle. Il détourne les yeux immédiatement. Son souffle se bloque. C'est trop précis, trop réel. Mais il a besoin de plus. Il envoie discrètement un homme de confiance suivre Camille après ses heures de travail. 2 jours plus tard, le rapport arrive. Elle vit dans un appartement modeste du 19e arrondissement,
en colocation avec une vieille dame prénommée Viviane. Pas de famille proche, pas de visite régulière. Une vie simple, discrète, presque effacée. Le détective pousse un peu plus loin. Il fouille les poubelles, les documents jetés, les moindres traces de vie. Et ce qu'il trouve dans une enveloppe chiffonnée glace Jacques sur place. Une photographie, déchirée, une moitié seulement. Assez pour voir un homme, plus jeune, debout à côté d'une femme aux cheveux sombres. Derrière eux, une glycine en fleurs, familière. Jacques reconnaît ce lieu. Il reconnaît cet homme. C'est lui. Cette photo, il n'en avait qu'un exemplaire. Jamais publié, jamais diffusé. C'était un moment intime, pris un après-midi d'été, bien avant le drame. Un souvenir parmi tant d'autres qu'il croyait perdu dans les replis de sa mémoire. Comment une moitié de cette image a-t-elle fini entre les mains de Camille Duret? Il fixe la photographie pendant des heures, incapable de s'en détacher. Chaque détail est une plaie. Les couleurs fanées, le sourire figé, l'éclat du soleil sur les cheveux de son ex-femme, et cette absence criante de l'autre moitié, de l'enfant probablement photographié entre eux. Cette nuit-là, Jacques rêve. Il se revoit sur ce banc, tenant Élise par la main. Elle rit, puis disparaît dans un flou blanc. À son réveil, il n'a qu'une seule pensée en tête. Ce n'est plus une coïncidence. Ce n'est plus un doute. C'est une faille dans le temps qui se rouvre et qu'il doit absolument comprendre. Les jours suivants se déroulent comme un théâtre silencieux, où chaque acteur ignore son rôle véritable. Jacques continue d'observer, de planifier, de collecter des indices. La photographie déchirée ne quitte plus son bureau. Elle repose dans un tiroir fermé à clé, mais sa présence imprègne l'air, nourrit ses pensées, alimente ses peurs les plus profondes. Ce n'est plus une intuition. Camille Duret cache quelque chose de capital. Quelque chose qui pourrait enfin briser 14 années d'un silence cruel. Il ordonne une surveillance plus rapprochée. Le détective, un homme méthodique et discret, intensifie ses investigations autour de l'appartement de Camille et de cette mystérieuse Viviane. L'adresse, située rue des Bois, donne sur un vieil immeuble aux volets écaillés, dans un quartier où la vie s'étire sans hâte. La façade est modeste, mais propre. Le logement qu'elles partagent est au 4e étage, sans ascenseur. 2 femmes, 2 rythmes. Camille sort tôt, revient tard. Viviane, elle, reste cloîtrée, ne sort presque jamais. Un soir, sous la pluie, le détective fouille à nouveau les poubelles, bien après la collecte habituelle. Parmi les papiers froissés et les restes de nourriture, il trouve une boîte en carton mouillé, contenant divers objets endommagés. Un vieux cahier de recettes, une paire de lunettes cassées et au fond, un morceau de papier plastifié. Il le récupère, le nettoie. C'est une photographie, l'autre moitié de celle qu'il avait trouvée plus tôt. Il court chez Jacques, le souffle court. Lorsque ce dernier assemble les 2 fragments, son cœur rate un battement. L'image est complète. Lui, son ex-femme, et entre eux Élise, 6 ans, avec un chapeau en paille et un sourire immense. Il se souvient parfaitement de ce jour. Il se souvient aussi que cette photo n'a jamais quitté leur maison de campagne. Elle était dans une boîte en bois, dans un tiroir de la chambre d'amis. Comment a-t-elle pu réapparaître dans un appartement de la rue des Bois? Il relit le rapport du détective. Une phrase attire son attention. Les voisins évoquaient parfois Viviane comme une femme étrange, solitaire mais gentille. Elle aurait recueilli Camille alors qu'elle était enfant, sans que personne ne sache vraiment d'où elle venait. Le mystère s'épaissit, mais la direction est claire. Il doit rencontrer cette femme, il doit lui parler. Le lendemain, Jacques se rend à l'adresse. Il ne prévient personne, pas même son chauffeur. Il prend le métro, grimpe les escaliers trempés et sonne à la porte du 4e étage. Le palier sent l'humidité et le savon. Personne ne répond. Il insiste. Au bout de longues secondes, la porte s'ouvre lentement. Une vieille femme frêle, au visage ridé mais digne, le fixe avec étonnement. Elle tient une canne dans une main et un mouchoir dans l'autre. « Madame Viviane ?» demande-t-il. Elle hoche la tête, méfiante. « Je suis un ami de Camille. Je voudrais vous parler quelques minutes seulement. » Elle le regarde longuement, puis s'écarte. Il entre dans un appartement modeste, encombré mais propre. L'odeur de plantes sèches flotte dans l'air. Il s'assoit sur un vieux fauteuil déformé par le temps. Viviane, devant lui, serre son mouchoir silencieuse. Jacques sort la photo reconstruite de sa poche. Il la pose sur la table basse. Viviane la regarde, puis ferme les yeux. Un long silence s'installe. Lorsqu'elle parle enfin, sa voix tremble.
Elle était seule, à la gare de Marseille, en 2011, assise sur un banc, les cheveux sales, les vêtements trop petits. Elle ne parlait pas. Elle avait 6 ou 7 ans, peut-être moins. Je n'ai pas pu la laisser là. Jacques sent une vague le submerger. Vous l'avez recueillie? Vous saviez qui elle était? Viviane secoue la tête. Non. Elle ne se souvenait de rien. Pas de son nom. Pas de ses parents. Elle avait peur. Je l'ai emmenée chez moi, je lui ai donné un prénom, Camille. J'ai dit qu'elle était ma nièce. Je l'ai protégée comme j'ai pu. Je n'ai jamais su d'où elle venait. Jusqu'à cette photo. Elle se met à pleurer, silencieusement. Jacques, figé, sent ses jambes trembler. Pourquoi ne pas avoir prévenu les autorités? J'avais peur. Peur qu'on me l'enlève. Elle avait trouvé un abri. Elle souriait enfin. Je ne pouvais pas la laisser repartir dans l'inconnu. Le silence s'installe à nouveau. Viviane fixe Jacques avec un mélange de résignation et de honte. Elle ne sait rien. Elle croit que je suis sa seule famille. Jacques se lève lentement, la photo en main, les yeux embués. Chaque pièce du puzzle se met en place. Mais une question persiste. Camille ou Élise acceptera-t-elle cette vérité? Au cœur des étages supérieurs de Morel Industries, alors que la plupart des employés s'affairent dans une routine dictée par l'efficacité, quelque chose d'invisible s'agite en coulisses. Jacques, désormais rongé par une vérité qu'il ne peut encore nommer publiquement, devient plus distrait. Ses décisions sont toujours justes, mais moins tranchées. Son regard, plus souvent perdu à travers les vitres, trahit un esprit ailleurs, et certains commencent à le remarquer. Parmi eux, Paul Vernier. Associé de longue date, Paul est l'un des rares hommes à avoir connu Jacques avant sa transformation, avant le silence, avant Élise. Il l'a vu s'effondrer, puis se relever, plus froid, plus distant. Il l'a soutenu quand les médias le harcelaient, quand les clients doutaient, quand les actionnaires menaçaient. Et un jour, il lui a dit de tout arrêter, pas par lâcheté, mais pour le sauver de lui-même. Aujourd'hui, il ressent à nouveau cette faille. Lors d'une réunion stratégique, alors que les chiffres du trimestre sont projetés sur l'écran, Jacques ne pose qu'une seule question, anodine, presque hors sujet. Les employés temporaires sont-ils tous vérifiés par le département juridique? Un murmure parcourt la salle. Paul le fixe, immobile. Après la réunion, il le rejoint dans son bureau. « Tu veux qu'on parle ?» demande-t-il, refermant la porte derrière lui. Jacques ne répond pas. Il reste debout, tourné vers la ville. Paul s'avance. « J'ai vu ton regard, Jacques, et ce n'est pas la première fois ces derniers jours. Tu fuis les réunions, tu évites les appels, tu fais suivre des employés sans autorisation. Tu vas me dire ce qui se passe ?» Jacques se retourne lentement. « Il y a une fille ici, Camille Duret. » Paul fronce les sourcils. « Une femme de ménage? Et alors? Elle a le même nom de famille que mon ex-femme. Elle a le même âge qu'Élise aurait aujourd'hui. Elle vit avec une vieille femme qui dit l'avoir trouvée en 2011, et elle a une cicatrice, exactement au même endroit. » Paul reste silencieux un moment, puis secoue la tête. « Jacques, tu entends ce que tu dis? Tu veux croire que cette femme est ta fille disparue, après 14 ans ?» Jacques ne cille pas. « Je ne veux rien croire. Je vois. » Paul marche dans la pièce, visiblement inquiet. « Et si tu te trompes? Et si ton esprit cherche désespérément un lien qui n'existe pas? Tu sais ce que ça t'a coûté la dernière fois. Tu sais ce que ça pourrait te coûter encore. La presse, les investisseurs, le conseil d'administration, ils te guettent tous. Un faux pas, et ils te dévorent. » Jacques avance d'un pas. « Et si j'ai raison? Et si tu détruis cette fille ?» rétorque Paul. « Et si elle n'est qu'une coïncidence malheureuse, une jeune femme qui n'a rien demandé et que tu entraînes dans tes ruines personnelles ?» Un silence dur tombe entre eux. Deux hommes, deux douleurs, deux visions. Paul s'approche plus calme. « Je t'ai vu sombrer, Jacques. J'ai vu ce que cette perte a fait de toi. Mais tu ne peux pas reconstruire ta vie sur un fantasme. Tu es en train de risquer tout ce que tu as reconstruit. » Jacques, la voix grave, murmure. « Je n'essaie pas de reconstruire ma vie. Je veux savoir. Juste savoir. » Paul reste là, figé. Puis, dans un soupir, il tourne les talons. « Alors fais-le proprement, discrètement. Et ne t'attends pas à ce que je te suive dans cette folie. » La porte se referme derrière lui. Jacques reste seul, les poings fermés. Ce qu'il ressent n'est pas de la colère, c'est de la certitude et la peur de découvrir ce qu'il n'ose pourtant plus ignorer. Le jeudi suivant, alors que le ciel parisien hésite entre gris et indifférence,
Jacques Morel franchit une ligne qu'il s'était jusqu'ici interdit de traverser. Après des jours de surveillance silencieuse, de conversations muettes et de confrontations intérieures, il décide de parler à Camille. Non pas comme président d'entreprise, ni comme homme d'affaires influent, mais comme père, ou du moins comme homme porté par un doute qui brûle. Il rédige lui-même une note brève d'une écriture soignée, presque solennelle, une invitation à une rencontre informelle, dans son bureau, sous prétexte de faire connaissance avec les nouveaux membres de l'équipe de soutien. La formule est assez floue pour ne pas alarmer, mais assez directe pour exiger une réponse. Il fait glisser la note dans une enveloppe neutre et la fait transmettre par l'intermédiaire de la responsable du service de nettoyage. Camille reçoit l'enveloppe en fin de matinée. Elle l'ouvre avec méfiance, comme si elle s'attendait à une réprimande. Lorsqu'elle lit le contenu, son front se plisse. Pourquoi le président voudrait-il lui parler? Elle hésite. Plusieurs fois, elle pense refuser. Mais quelque chose dans le ton, peut-être la sobriété, peut-être le mystère, la pousse à accepter. Elle note l'heure, 16h30. Lorsque l'heure arrive, elle monte, les mains légèrement moites, son carnet bleu dans son sac, comme une amulette. Elle frappe timidement à la porte. Jacques ouvre lui-même. Il la fait entrer avec un sourire presque imperceptible. Son bureau, vaste et lumineux, semble étrangement silencieux. Il lui offre une chaise. Elle s'assoit, raide, droite, méfiante. « Merci d'être venue, mademoiselle Duret. Je sais que cela sort de l'ordinaire. » Elle hoche la tête. « Je n'ai jamais été convoqué comme ça, c'est un peu intimidant. » Il sourit, cette fois sincèrement. « Ce n'est pas une convocation, juste une curiosité personnelle. Vous êtes nouvelle ici. Je voulais simplement mettre un visage sur un nom. » Elle lève les yeux, surprise. « Vous vous intéressez au personnel de nettoyage. Je m'intéresse aux gens qui travaillent ici, à leur histoire. » Elle hésite, puis répond « Il n'y a pas grand-chose à raconter. Je suis né à Bordeaux, mais je vis à Paris depuis peu. » Jacques se penche légèrement. « Vous vivez avec une certaine Madame Viviane, n'est-ce pas ?» Elle fronce les sourcils. « Comment le savez-vous » Il lève une main, calme. « Rien d'inquiétant. Je m'informe sur les gens, c'est une vieille habitude. » Camille serre les poings. « Elle m'a élevé, depuis que je suis enfant. » « Elle est votre tante ?» Elle baisse les yeux. Elle dit que oui. Moi, je ne sais pas. Elle m'a trouvé dans une gare, à Marseille. J'avais 6 ans. Je ne me souviens de rien avant. Elle ne m'a jamais donné de détails. Juste que j'étais seul. Le silence tombe comme une pierre. Jacques retient son souffle. Cette phrase, ce détail, c'est ce qu'il redoutait autant qu'il espérait. Une enfant retrouvée à 6 ans, sans passé, sans nom, dans une gare du sud de la France, c'est Élise. Tout en lui hurle cette évidence. Mais il ne laisse rien paraître. « Vous ne vous souvenez vraiment de rien ?» demande-t-il avec douceur. Elle secoue la tête. Juste des flashs, une balançoire, un parfum, une voix. Mais rien de clair. Il se lève, tourne autour de son bureau lentement. « Et vous n'avez jamais cherché à savoir d'où vous veniez ?» Elle le fixe. « À quoi bon ? Ce que je sais, c'est Viviane. Elle m'a tout donné. Un nom, un toit, une vie. Je ne veux pas remuer un passé qui ne veut pas de moi. » Il sent un vertige. Elle ne sait rien. Mais elle porte en elle les ruines d'un monde qui lui appartient sans le savoir. « Je comprends, » dit-il enfin. Elle se lève, mal à l'aise. « Je peux partir ?» Il acquiesce. « Merci d'avoir accepté de me parler. » Elle sort, presque précipitamment. Lorsque la porte se referme, Jacques reste debout, seul face à l'évidence. Il a trouvé sa fille, mais elle ne le sait pas. Elle ne le veut pas. Et il ne peut pas, encore, tout lui dire. Le lendemain, Jacques ne peut plus attendre. Ce qu'il a entendu de la bouche de Camille résonne en lui comme une cloche qu'on ne peut plus faire taire. Une enfant trouvée à 6 ans, amnésique, sans famille ni passé, recueillie par une vieille femme dans une gare de Marseille. Chaque mot, chaque image, renforce une vérité qu'il pressent avec une certitude presque douloureuse. Élise est vivante, et elle s'appelle Camille. Il prend sa décision dans le calme d'une matinée grise. Il annule toutes ses réunions, prétexte un déplacement de dernière minute et quitte discrètement le siège de Morel Industries. Pas de chauffeur cette fois. Il prend un taxi, demande l'adresse rue des Bois et garde le silence tout au long du trajet, les mains crispées sur ses genoux. Lorsqu'il descend, le vent est frais, chargé de l'humidité des premières feuilles tombées. Il monte les escaliers jusqu'au 4e étage,
son cœur battant avec la solennité d'un tambour de guerre. Il frappe. Rien. Il frappe à nouveau. Après quelques secondes, la porte s'ouvre lentement. Viviane apparaît, affaiblie, plus frêle que la première fois. Son visage semble avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. Elle le reconnaît immédiatement. « Monsieur Morel ?» Il incline légèrement la tête. « J'ai besoin de vous parler. » Elle ouvre la porte en silence. S'écarte. Il entre. L'appartement semble plus sombre qu'avant. Peut-être est-ce l'heure ou le poids de ce qu'il s'apprête à partager. Il s'assoit sans qu'elle ne le lui demande. Elle s'installe en face, dans son vieux fauteuil à fleurs. Entre eux, une table basse, quelques tasses ébréchées et le passé suspendu. Jacques sort la photographie recollée de sa poche. Il la dépose doucement sur la table. Viviane la regarde longuement, puis ferme les yeux. « Je vous écoute, » dit-elle, la voix brisée. « Ce que vous avez fait, je ne peux pas le juger, pas encore. Mais j'ai besoin de comprendre toute la vérité. » Elle hoche la tête, lentement. « C'était un matin d'automne, en 2011. Je revenais d'un enterrement à Marseille. Je ne voulais pas rentrer tout de suite. J'ai marché. Et puis, à la gare Saint-Charles, je l'ai vue. Une petite fille, seule, assise sur un banc, les jambes sales, les vêtements trop petits. Elle ne pleurait pas. Elle regardait juste les trains, comme si elle attendait quelque chose. Viviane tremble. Jacques ne l'interrompt pas. J'ai attendu. 1 heure, 2. Personne ne venait. Je suis allé voir un agent. Ils ont dit que personne ne l'avait signalé. Elle ne parlait presque pas. Juste un mot, maman. Et puis plus rien. Elle se redresse, essuie une larme. Je l'ai prise chez moi. Je pensais qu'elle repartirait, qu'on la chercherait. Mais non. Les jours passaient. Personne ne frappait à ma porte. Et elle s'accrochait à moi. Et vous n'avez rien dit? À personne? Viviane baisse les yeux. J'ai essayé. Vraiment. Mais elle avait peur. Dès qu'un inconnu l'approchait, elle se cachait. Elle faisait des cauchemars, hurlait la nuit. J'ai menti. J'ai dit qu'elle était ma nièce. J'ai fabriqué des papiers. Je connaissais quelqu'un, ce n'est pas bien, je sais. Mais elle allait mieux. Elle riait. Elle mangeait. Jacques ferme les yeux à son tour. Il imagine sa fille, perdue, seule, sans souvenir, et une main inconnue tendue vers elle dans le chaos. Elle s'appelait Élise, murmure-t-il. Viviane sursaute légèrement. Jacques continue. Ma fille, disparue en 2011, pendant un voyage avec sa mère. Elle avait 6 ans, même âge. Même silence, même blessure. Viviane pâlit. Je ne savais pas. Bien sûr que non. Vous l'avez sauvée. Il regarde autour de lui. Chaque objet ici est une preuve silencieuse d'une vie partagée, simple mais réelle. Pourquoi maintenant? Pourquoi me dire tout ça? Elle le fixe les yeux humides. Parce qu'elle a le droit de savoir. Et vous aussi. Mais j'avais peur. Peur qu'on me la prenne. Peur qu'elle souffre. Peur de tout détruire. Un long silence s'installe. Jacques enfin se lève. Je ne suis pas là pour vous punir, Viviane. Je suis là pour la retrouver. Pour la regarder dans les yeux et lui dire qu'elle n'a jamais été oubliée. Viviane hoche la tête. Alors soyez prêts. Parce qu'elle ne se souvient pas de vous. Pas encore. Jacques s'approche, pose une main sur l'épaule fragile de la vieille femme. C'est à moi d'accepter ça. Mais je n'abandonnerai pas. Et il quitte l'appartement avec un poids nouveau, celui de la vérité. Et de l'espoir qui renaît, fragile mais bien vivant. Jacques rentre chez lui cette nuit-là comme un homme ayant traversé une tempête. Les rues de Paris défilent par la vitre du taxi sans qu'il y prête attention. Ce qu'il a entendu chez Viviane a anéanti les derniers murs qu'il avait construits d'eau autour de lui. Le doute n'a plus sa place. Les dates concordent. Le silence de Camille, son regard fuyant, ses gestes, son âge. Et surtout, cette photo déchirée. Cette vérité qu'il porte maintenant comme un feu secret. Mais malgré l'intuition devenue certitude, il reste une chose que Jacques veut revoir de ses propres yeux. Quelque chose que seul un père peut reconnaître sans erreur. La petite cicatrice au poignet gauche, celle qu'Élise s'était faite en tombant sur les pierres du jardin un après-midi d'été. Une cicatrice fine, presque en forme de virgule, qu'il avait soignée lui-même. Un détail du passé que personne d'autre ne pourrait connaître. Le lendemain, il arrive plus tôt au siège de Morel Industries. Il sait que Camille est assignée à l'entretien des salles de réunion du 8e étage entre 7h30 et 8h15. Il attend patiemment prétexte un audit impromptu.
Quand il entre dans la salle, elle est là, seule, en train d'essuyer les vitres hautes. Ses cheveux sont relevés en un chignon désordonné et ses manches retroussées. C'est le moment. Il s'approche, silencieux. Elle sursaute à peine lorsqu'elle le remarque dans le reflet. « Monsieur Morel. »« Bonjour, Camille. » Il feint de regarder la salle comme s'il vérifiait l'espace. Puis, il s'avance vers la table, pose une main dessus et tourne légèrement la tête. Elle se penche pour replacer une chaise. Et là, il la voit. Juste sous la lumière froide du plafond, sur son poignet gauche, une marque. Discrète, mais bien là. Une courbe douce, une petite ligne claire sur la peau pâle. La cicatrice, exactement comme dans ses souvenirs. Jacques sent sa gorge se nouer. Il détourne rapidement le regard, comme s'il venait de regarder le soleil trop longtemps. Camille ne remarque rien. Elle termine son nettoyage, prend son sac et s'apprête à sortir. Mais à la porte, elle se retourne, hésitante. « Vous allez bien ?» Il relève les yeux, surpris. « Oui. Pourquoi ?» Elle fronce légèrement les sourcils. « Je ne sais pas. Vous avez l'air fatigué. » Il esquisse un sourire, mais ses yeux brillent. « Je dors peu ces derniers temps. » Elle acquiesce, presque compatissante, puis disparaît dans le couloir. Quand la porte se referme, Jacques s'assoit sur la chaise la plus proche. Ses mains tremblent légèrement. Ce qu'il vient de voir le submerge plus que toutes les preuves accumulées. La photo, le témoignage de Viviane, le passé fragmenté. Tout converge maintenant vers cette évidence incarnée. Camille Duret est Élise Morel, sa fille, vivante. Juste là, à quelques pas de lui depuis des semaines. Mais avec cette vérité vient une nouvelle angoisse. Il ne peut pas simplement lui révéler tout cela. Elle ne se souvient de rien. Pour elle, Viviane est sa seule famille, son monde, son repère. Entrer brusquement dans cette vie, comme une vérité tombée du ciel, pourrait tout détruire. Il le sent. Il repense à leurs échanges, rares mais sincères, à la confusion dans ses yeux, à son malaise constant. Camille vit dans une zone d'ombre. Elle ressent quelque chose, mais elle ne sait pas quoi. Et lui, malgré son impatience, doit attendre, lui laisser le temps de comprendre par elle-même. Ce soir-là, chez lui, il ressort un vieux caméscope. Il passe des heures à revoir des vidéos d'Élise enfant. Sa voix, son rire, ses mimiques. Il compare, il cherche, il se laisse submerger. Puis, au fond d'un tiroir, il retrouve un vieux bracelet en tissu que sa fille portait toujours. Un accessoire ridicule, fait de perles colorées. Il le prend, le serre dans sa main et sent une larme couler sur sa joue. Il sait ce qu'il doit faire. Il doit confirmer par la science ce que son cœur crie déjà. Il doit faire un test ADN, une preuve irréfutable. Et il doit le faire sans qu'elle le sache. Pas encore. Il attend que Camille laisse son sac dans le vestiaire, comme elle le fait parfois. Puis, un soir, avec l'aide de son agent de sécurité le plus discret, il récupère un de ses cheveux. Un seul, suffisant pour la comparaison. Il envoie l'échantillon à un laboratoire privé, avec un prélèvement de salive qu'il fournit lui-même. Il paie pour un traitement prioritaire. Résultat dans 3 jours. 3 jours d'attente. 3 jours d'angoisse, de silence, de solitude. Il ne dit rien à personne. Pas à Paul, pas à ses avocats, pas à Viviane. Ce secret est à lui. Encore un peu. Jusqu'à ce que le monde entier ne puisse plus l'ignorer. Les 3 jours qui suivent sont parmi les plus longs de toute la vie de Jacques Morel. Chaque minute semble s'étirer en une éternité. Il continue d'aller au bureau, de présider des réunions, de signer des contrats, mais tout cela se fait désormais dans un état second, comme s'il n'était plus tout à fait là. Son esprit est ailleurs, suspendu à une simple enveloppe, quelque part entre le passé et une vérité imminente. Il a donné des consignes strictes au laboratoire. Discrétion absolue, pas de courriel, pas d'appel. Le rapport doit être imprimé et livré en main propre à son domicile. Il n'a dit à personne de son entourage ce qu'il attend. Pas même à Paul, qui commence à s'inquiéter sérieusement de son comportement. Jacques évite toute conversation inutile. Il ne veut rien expliquer avant d'avoir cette confirmation tangible, irréfutable. Les nuits sont plus cruelles encore. Il dort peu. Se tourne et se retourne dans son lit immense, hanté par le souvenir d'Élise enfant et par l'image de Camille, seul dans un couloir, tenant un seau d'eau, les yeux pleins d'une histoire oubliée. Il revoit la cicatrice, la photo, les carnets remplis de notes maladroites sur Paris. Il pense à Viviane, à son aveu, à ses larmes. Tout cela ne peut pas être une construction.
Tout cela a un sens. Mais il lui faut ce chiffre, ce verdict, ce pourcentage. Le troisième jour à 9h45 du matin, l'interphone de son appartement sonne. Il sursaute, bondit presque. C'est le livreur, une enveloppe rigide, blanche, sans logo. À l'intérieur, un document unique, plié une seule fois. Il referme la porte sans un mot, traverse le salon comme en transe, s'assoit à son bureau et ouvre. Ses yeux balayent la page, sautant les lignes techniques, les termes scientifiques. Il cherche le cœur du texte. Il le trouve. Compatibilité génétique, 99,99%. Il relit. Une fois, deux fois, trois. Il ne rêve pas. Ce n'est pas une illusion. Le laboratoire confirme ce que son cœur savait déjà. Camille Duret est sa fille. Élise Morel est en vie. Il pose lentement la feuille sur le bureau, se lève, marche dans la pièce. Il sent ses jambes faiblir, ses mains trembler. Une émotion ancienne, presque oubliée, le submerge sans avertissement. Ce n'est ni la joie ni la tristesse. C'est une délivrance. Une brèche dans le mur froid qui l'entoure depuis 14 ans. Élise, elle est là. Elle a vécu. Elle a grandi. Elle est devenue une jeune femme. Il n'a pas assisté à ses anniversaires, à ses premiers pas d'adulte, à ses peurs ni à ses réussites. Mais elle est en vie. Et cela suffit, pour l'instant. Cela donne un sens à toutes ces années d'obsession, de douleur, de silence. Mais cette certitude apporte une nouvelle question. Que faire maintenant? Il pourrait tout lui dire. Lui montrer le test, la photo, le bracelet de son enfance. Mais il sait que la vérité, aussi nécessaire soit-elle, peut être violente. Camille a construit sa vie sur une absence. Elle a été élevée par une autre femme, dans un autre monde. Elle ne se souvient de rien, pas même de son propre nom. Il décide de lui parler, de lui dire ce qu'il a découvert, mais avec délicatesse. Il veut lui offrir cette vérité, non l'imposer. Elle mérite de savoir, et lui, il mérite de lui parler enfin comme un père. Le soir venu, il retourne au bureau. Camille est encore là, finissant un étage. Il lui demande de venir dans son bureau. Elle accepte, un peu surprise, un peu inquiète. Lorsqu'elle entre, il lui désigne une chaise, reste debout, visiblement nerveux. « Camille, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Elle fronce les sourcils. Qu'est-ce qu'il se passe? Il sort lentement l'enveloppe du laboratoire, la pose devant elle. Ce que je vais vous dire est difficile à croire, mais j'ai des raisons de penser que vous êtes ma fille. Elle éclate d'un rire nerveux. Pardon? Il garde les yeux dans les siens. Ma fille m'a disparu en 2011. Elle avait 6 ans. Depuis, je n'ai jamais cessé de la chercher. Vous avez le même âge qu'elle aurait aujourd'hui. Vous avez été retrouvée seule, à Marseille. Vous portez une cicatrice qu'elle avait. Et j'ai fait un test ADN. Il pousse doucement le papier vers elle. Camille ne touche pas le document. Elle le regarde, les yeux écarquillés, puis se lève brusquement. Non, non, ce n'est pas possible. Je suis Camille. Viviane m'a tout donné. Je n'ai jamais... Jacques s'avance, mais elle recule. Vous êtes Élise. Votre vrai nom est Élise Morel. Je ne veux pas vous forcer à me croire, mais vous avez le droit de savoir. Elle secoue la tête, la voix brisée. Vous vous trompez. Vous vous êtes créé une histoire. Mais ce n'est pas moi. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas changer. Et elle sort presque en courant, laissant l'enveloppe sur la table. Jacques reste seul, figé, le cœur fracassé. Il l'a retrouvée. Mais elle refuse de revenir. Les jours qui suivent la confrontation sont lourds, d'un silence presque insupportable. Jacques ne la voit plus. Camille ne vient plus au siège de Morel Industries. Son badge d'accès a été rendu, son contrat résilié sans explication. Aucune lettre, aucun appel, rien. Elle a disparu aussi brusquement qu'elle était apparue. Et cette absence, bien différente de celle d'il y a 14 ans, frappe Jacques en plein cœur. Il reste longtemps seul dans son bureau, à contempler l'enveloppe posée sur la table, intacte, là où elle l'a laissée. Il relit le rapport ADN chaque jour, non pas pour s'en convaincre, mais pour se rappeler que ce n'était pas un rêve. Que ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a osé dire, tout cela était vrai. Mais la vérité ne suffit pas toujours. Il pense à ce moment, à la peur dans les yeux de Camille, à sa réaction violente, presque instinctive. Il voulait lui offrir des réponses, mais il n'a fait que lui imposer un passé dont elle ne veut pas, une vie qu'elle n'a pas choisie. Et au fond, il comprend. Lui-même n'a jamais réellement fait le deuil de sa fille. Il a continué à la chercher dans chaque coin d'ombre,
à la projeter dans chaque visage, à espérer sans jamais reconstruire. Mais Élise, Camille, a grandi sans lui, dans un autre monde, avec une autre histoire. Elle s'est inventée, jour après jour, sur des bases fragiles mais protectrices. Il ne peut pas tout renverser d'un seul coup, même au nom de l'amour. Paul Vernier revient à son bureau après une semaine d'absence. Il remarque immédiatement le regard éteint de Jacques. Il s'assoit sans demander. « Tu as fait ce que tu voulais? Tu as eu ta vérité ?» Jacques ne répond pas tout de suite, puis il acquiesce lentement. « Oui, elle est en vie. C'est elle. » Paul soupire, passe une main sur son visage. « Et elle le sait? Je lui ai dit. Mais elle refuse. Elle a fui. » Paul le regarde longuement. « Tu sais, parfois, vouloir réparer le passé, ce n'est pas ce qui sauve. Parfois, c'est juste accepter qu'on ne peut pas forcer les gens à ressentir ce qu'on espère. » Jacques ferme les yeux. « Je voulais juste retrouver ma fille. Tu l'as retrouvée, mais elle ne te reconnaît pas encore. Peut-être qu'elle ne te reconnaîtra jamais. » Le silence s'installe, puis Paul ajoute, plus doucement, « Alors, il faut être là, pas comme un père qui exige, mais comme un homme qui attend. » Jacques reste seul après le départ de son associé. Il repense à Camille, aux rares fois où elle a souri, à cette façon qu'elle avait de regarder autour d'elle comme si elle cherchait un repère. Peut-être qu'au fond, elle sent quelque chose. Peut-être que cette vérité vit en elle, mais de manière brouillée, confuse. Il ne peut pas lui imposer de l'accepter. Il peut seulement espérer qu'un jour elle voudra comprendre. Ce soir-là, il écrit une lettre. Pas une de ces lettres formelles, froides, pleines d'arguments. Non, il écrit comme un père parlerait à sa fille. Qu'il raconte un souvenir d'enfance. Un jour où ils ont fait voler un cerf-volant dans les collines près d'Avignon. Il se souvient de son rire, de la corde qui lui a brûlé les doigts, du vent qui renversait ses cheveux. Il lui raconte ce jour en détail, sans rien demander en retour. Il glisse la lettre dans une enveloppe et l'adresse simplement à Camille, chez Viviane. Il n'attend pas de réponse. Il veut juste qu'elle sache qu'il est là, qu'il n'a jamais cessé de l'aimer, même dans l'ignorance, même dans l'absence, et quelque part il espère qu'un fragment de mémoire s'éveillera, un éclat du passé, une lumière dans le brouillard, une trace assez forte pour qu'elle revienne, pas pour lui, pour elle, pour qu'elle sache d'où elle vient, et que malgré tout, elle n'a jamais été seule. Chez Viviane, le temps a ralenti depuis l'épisode au siège de Morel Industries. Camille ne parle plus de ce qu'il s'est passé. Elle évite le sujet avec une précision instinctive, comme si en ne le nommant pas, elle pouvait l'effacer. Mais le silence n'éteint pas ce qui a été dit. Il le fait résonner. Il le rend plus lourd. Viviane l'observe avec une tendresse inquiète. Elle sait que quelque chose en Camille a changé. Elle dort moins. Elle mange peu. Elle passe de longues minutes, assise à la fenêtre, les yeux perdus dans le gris des toits. Elle ne parle pas, ne pleure pas. Elle attend. Mais elle ne sait pas quoi. Un soir, alors que Camille range une étagère au-dessus de la cuisine, une boîte en métal tombe au sol. Le couvercle s'ouvre. À l'intérieur, divers objets anciens. Une montre cassée, un bouton doré, un ruban jauni et un petit carnet relié de cuir rouge, à peine plus grand qu'une main. Viviane, arrivée en boitant à cause du bruit, s'immobilise en le voyant. Camille le ramasse. « C'est à toi ?» Viviane reste silencieuse un moment, puis elle hoche la tête, lentement. « Non, c'était à toi. » Camille fronce les sourcils. « Quoi ?» La vieille femme s'approche, prend doucement le carnet, le tient entre ses mains comme un trésor fragile. « Je ne voulais jamais te le montrer. Je pensais que c'était inutile, dangereux même. Mais peut-être que maintenant tu es prête. » Elle lui tend le journal. « Tu écrivais dedans. Enfin, tu dessinais. Tu notais des choses. Tu avais à peine 6 ans quand tu l'as commencé. Je l'ai gardé, au cas où. » Camille le prend avec hésitation. Elle s'assoit sur le canapé et l'ouvre. Les premières pages sont pleines de dessins. Un soleil avec un visage, une maison avec 3 fenêtres, un arbre à fleurs. Puis viennent des mots maladroits, écrits avec des lettres inégales. Papa, jardin, bleu, chien, maman. Des noms sans phrase, comme des échos d'un monde enfoui. Elle tourne lentement les pages, absorbée. À un moment, un dessin la fige, une balançoire, attachée à une branche. En dessous, une petite fille aux cheveux bouclés, un sourire immense. Elle sent une pression étrange dans la poitrine.
Quelque chose se soulève en elle, comme un courant chaud remontant du ventre jusqu'à la gorge. Elle connaît cet endroit, mais elle ne sait pas pourquoi. D'autres images suivent, une voiture bleue, une tasse à fleurs, un homme avec une cravate bleue, toujours la même couleur, toujours le même regard, des traits simples, mais reconnaissables. Camille ferme les yeux. Elle sent une odeur, un parfum boisé. Elle entend un rire grave, proche. Elle voit une main tendre lui nouer les lacets. Elle rouvre les yeux, les larmes montent, sans prévenir. Qui est-il? Viviane, les mains jointes, répond avec lenteur. Je pense que c'est ton père. Camille secoue la tête. Je n'ai pas de père. Je n'ai que toi. Non, ma chérie. Tu as eu une vie avant moi, une famille. Je t'ai aimé comme ma fille, mais je n'ai jamais été ta mère. Le silence emplit la pièce. Camille referme le carnet. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Parce que j'avais peur. Peur qu'on te prenne, peur de te perdre, et peut-être aussi parce que j'aimais croire que j'étais tout pour toi. Camille ne répond pas. Elle serre le carnet contre elle, puis se lève, va dans sa chambre, s'enferme. Cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle lit et relit le journal. Elle essaie de se souvenir. Et des images floues surgissent. Un jardin, une voix chantonnant une berceuse. Des bras forts qui la soulèvent en riant. Et toujours ce même regard qu'elle a croisé quelques jours plus tôt, dans un bureau trop grand, derrière un nom trop célèbre. Elle comprend. Elle ne veut pas encore l'admettre. Mais elle sait. Elle sait que ce n'était pas un mensonge, que ce n'était pas une invention d'un homme brisé, que c'était vrai. Le matin venu, elle se lève, va dans le salon. Viviane l'attend, assise dans son fauteuil. « Je vais sortir », dit Camille simplement. Viviane hoche la tête, sans rien demander. Camille sort, le carnet dans le sac, et dans les yeux un éclat nouveau, un éclat de vérité. Les feuilles mortes jonchent les trottoirs parisiens, craquant doucement sous les pas des passants. Le temps a poursuivi sa marche, indifférent aux blessures humaines. Cela fait 3 mois que Camille a quitté Morel Industries. 3 mois sans nouvelles, sans lettres, sans appel. Jacques, malgré l'attente silencieuse, n'a jamais tenté de la recontacter. Il a compris enfin que certaines retrouvailles ne peuvent être forcées. Elles doivent mûrir comme le fruit d'un hiver long. Ce soir-là, il assiste à un gala de bienfaisance au musée d'Orsay. Il y est invité chaque année, l'un des visages philanthropiques du monde économique français. Les salles brillent de conversations élégantes, de coupes de champagne et de sourires polis. Jacques est là, mais l'esprit ailleurs, comme toujours. Son regard s'égare dans les grandes toiles impressionnistes, mais ce ne sont pas les couleurs qui le touchent. Ce sont les silences entre les mots, les formes floues, les souvenirs d'un autre temps. Il est en train de parler distraitement à un mécène lorsqu'un mouvement dans la foule attire son attention. Une silhouette discrète, près de la colonne centrale, entre 2 statues. Elle porte un manteau noir, simple, les cheveux relevés. Elle ne cherche pas à briller. Elle regarde autour d'elle comme si elle cherchait quelqu'un. Jacques s'interrompt. Son cœur bat plus fort. Il s'excuse d'un signe de tête et avance, lentement, comme si un geste trop brusque pouvait briser la magie fragile de cet instant. Elle le voit, leurs regards se croisent. Aucun mot n'est échangé. Ils restent là, quelques mètres l'un de l'autre, figés dans cette reconnaissance silencieuse. Camille, ou Élise, ne sourit pas, mais ses yeux ne fuient pas. Ils le regardent avec une gravité nouvelle, comme si elle venait d'accepter une évidence longtemps refusée. Il ne bouge pas, il n'avance pas, il attend. Elle s'approche, un pas, puis un autre. Quand elle arrive à sa hauteur, elle s'arrête. Jacques retient son souffle. « Je suis venue », dit-elle simplement. Il incline légèrement la tête, la voix rauque. « Merci ». Elle sort quelque chose de son sac. Le petit carnet rouge. Je l'ai relu, plusieurs fois. Je pense que certaines choses sont revenues, pas tout, mais assez pour me troubler. Jacques reste silencieux. Il sent que chaque mot compte, qu'il ne faut pas presser l'instant. « Viviane m'a tout dit », continue-t-elle. « Elle a eu peur, mais elle m'a aimé, et je l'ai aimée aussi. » Il hoche la tête. « Je ne veux rien lui enlever, ni à toi. » Camille le fixe. « Je ne sais pas ce que je suis encore. Je ne sais pas ce que ça fait d'avoir un père, et je ne sais pas ce que tu attends de moi. » Jacques baisse les yeux un instant. « Rien, seulement que tu sois là, et que tu sois libre de partir si tu le veux. » Un long silence s'installe entre eux.
Autour, les invités poursuivent leur ballet mondain, ignorant de la tempête intime qui se joue ici. Camille reprend plus doucement. « Je ne suis pas prête pour des grandes émotions. Pas de retrouvailles hollywoodiennes, pas de larmes, pas de déclarations. » Jacques esquisse un sourire fatigué. « Moi non plus. » Elle regarde autour d'elle, puis revient à lui. « Mais je suis prête à t'écouter. Pas à dire oui ni à reconstruire quelque chose tout de suite, juste à t'écouter. » Il hoche lentement la tête, la gorge nouée. « Alors viens, on trouvera un endroit calme. Je t'offrirai un thé et je te raconterai tout ce que j'ai gardé en silence pendant 14 ans. » Elle acquiesce. Pas de promesse, pas de réconciliation soudaine, mais une ouverture, une faille dans le mur, une main tendue, acceptée, fragile, imparfaite, mais réelle. Ils quittent ensemble la salle, non comme un père et une fille retrouvés, mais comme deux êtres qui, après une longue errance, osent faire le premier pas vers quelque chose de nouveau, de vrai. Et ce premier pas, dans toute sa pudeur, est déjà une forme d'amour.